c'est Mathieu Mercure. Une petite anecdote pour commencer. L'année passée, quand il a été question que je commence à faire les entrevues, je me suis dit, avec ma grandeur, si je pogne des artistes qui sont petits, ben il y avait un petit qui nous visitait en fin de semaine, qui est venu, pas en fin de semaine, mais cette semaine, qui est venu visiter notre petite ville et nous faire un spectacle. Donc, bonjour Martin. Tu es content d'avoir quelqu'un à ta grandeur? À ma grandeur. Enfin? Enfin. Ben, oui, c'est ça, enfin. Puis juste, vu que je parle de grandeur, puis vu que tu as fait un premier show sur la grandeur, ça t'a-tu déjà dérangé ta grandeur dans des spectacles, dans ton métier, ou t'as-tu eu peur que ça te dérange? J'ai jamais pensé que ça me dérangerait, mais par contre, quand il était temps de rentrer au louer un costume ou des affaires comme ça, j'étais tout le temps pogné à avoir des costumes super petits ou d'avoir de l'eau dans la cave. Mes premiers numéros dans les Bizarroïdes, j'étais souvent le grand qui avait de l'eau dans la cave, mais tant que c'était tu sais, tout le monde me dit « Ah, c'est plus drôle de même », mais c'était juste parce que j'étais trop grand pour les costumes, tu sais. Mais sinon, ça m'a pas posé de problème. On est bien grand aussi, on se fait remarquer. Oui, c'est ça. Écoute, c'est un peu ma marque de commerce en même temps, tu sais. Mais les gens hallucinent aussi là, sur le fait que on a tellement parlé du fait que je sois grand dans le premier show que dès que quelqu'un me dépasse, là, comme là tu me dépasses, il y a du monde qui doit se dire, écoute, c'est un géant, tu sais. Mais parce que souvent les gens me rencontrent dans la rue et ils font comme soit ils me disent t'es plus grand que je pensais, ou ils me disent t'es moins grand que je pensais. Mais là, moins grand, je sais pas c'est quoi. Là. Je sais pas si le monde s'imagine, je mesure 8 pieds, là, mais je suis content. 6 pieds 3, c'est quand même pas la fin du monde, tu sais. 6-4? Ouais, c'est ça, il fait son frère. C'est-tu la première fois qu'il y a quelqu'un qui donne une interview qui est plus grand que toi, ou ils se sont tous garochés Non, sur je toi? pense que oui. Ah oui, c'est la première fois. Je passe à l'histoire. Oh, oui, c'est la première fois, effectivement. Si tu me permets, je ferai un petit survol de ta carrière un peu. Commencé très jeune, est-ce que tu rêvais d'être humoriste quand tu étais un petit garçon? D'ailleurs, ça, c'est l'autre affaire. Quand j'ai préparé cette question-là, je me suis dit quand tu étais petit. Sauf que tu es toujours petit, toi, dans ton cas. Oui. Je suis toujours petit, mais j'ai toujours été grand. Oui, ben moi aussi. C'est pour ça que j'ai jamais dit quand j'étais jeune, parce qu'on me dit que je suis jeune. Fait que je disais quand j'étais petit, mais là, ça marche pas. Non. Puis en troisième année, j'étais le plus grand des troisième années. C'est que j'avais l'impression d'être grand. Puis en quatrième année, j'étais le plus grand des quatrième années, donc j'étais grand. Mais est-ce que j'ai rêvé à ça? Non, parce d'être grand, non, je voulais que ça arrête. Puis, non, mais ça n'existait pas. Quand j'étais jeune, ça n'existait pas être humoriste. Il y avait Yvon Deschamps, c'était un phénomène, tu sais, mais ça n'existait pas. C'était pas un métier. C'était pas quelque chose qui se pouvait. Moi, dans ma famille, non. Tu sais, c'était pas ça. Ça se pouvait pas. Puis tu regardes ton album de finissant du secondaire, exemple. Les commentaires que le monde te disait, c'est dans quel sens? Es-tu drôle? C'est drôle que tu dis ça, puis je l'ai revu dernièrement. Puis c'est effectivement, le monde disait... T'es drôle, t'es un gars drôle, mais j'avais pas l'impression d'être drôle, tu sais. C'était vraiment malgré moi, mais je me suis rendu compte que j'ai dû être drôle au primaire puis au secondaire sans m'en rendre compte. Mais vraiment sans m'en rendre compte, puis je me disais pas... C'était pas mon but d'être drôle, tu sais. Moi, je voulais être bon au hockey, ou je voulais être bon au baseball, je voulais être bon au basket. Je voulais pas être drôle, tu sais. Ça venait tout seul, tu sais. Je pensais pas qu'il y avait de quoi faire avec ça dans la vie, là, tu sais. Fait que j'ai pas de chance, moi, parce que si je relis mon album de finissant, c'est... Tes jokes plates, on s'ennuiera pas. Ah, OK. Ah, ben là, à ce moment, tu peux être... T'es dans votre branche journaliste, c'est parfait. Ça veut dire que je suis pas drôle. Non, mais c'est ça. Puis, mais des costumes. Oui, j'aurais d'eau dans la cave. Oui, ça, c'est drôle, tu vois. Dès que tu mets des costumes, c'était... Comme Julie Schneider, au début, c'était pas drôle, mais elle s'est mis en lapin, c'est qu'on l'a trouvé drôle. Puis, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui a fait que tu es devenu humoriste? J'ai fait de l'impro. Il y a quelqu'un qui, par hasard, m'a demandé de faire de l'improvisation. Puis j'ai pensé qu'il était sérieux. T'sais. Il m'a dit « Hey, il faudrait que tu fasses ça, toi, dans la vie. » Mais c'est devenu un ami, puis il m'a avoué qu'il niaisait. Il savait même pas de quoi. Il me connaissait pas, il me disait n'importe quoi. Moi, je l'ai pris personnel. Je dis « Ah ouais, il pense vraiment. » Ça, je suis allé. Puis quand j'ai monté sur la scène, j'avais un trac fou, mais quand les gens ont ri, la première fois, j'ai entendu un rire, puis ça a été un déclencheur dans mon cerveau. Ça a fait « Wow! » Ça a ouvert quelque chose et ça s'est jamais refermé encore. Ça a vraiment ouvert. Quand les gens ont ri, j'ai dit « Ah, je fais rire des gens. » Je viens de trouver c'était quoi mon... Ça m'a pris plusieurs étapes après avant de me donner le droit d'en faire un métier. Mais ça, là, ça a été comme... C'est une piqûre, ça. Ah ouais. Puis parmi ces étapes-là, j'ai écouté Tout le monde en parle. Donc,
Sais-tu, je vais te laisser le compter. La personne, c'est un peintre, je pense. Non, Armand Vaillancourt, c'est un sculpteur. C'est un sculpteur qui a à peu près ta longueur de cheveux, mais blanc, avec une longue barbe blanche. Puis c'est un grand sculpteur canadien, québécois. Puis c'est un original. C'est un gars qui est à part des autres. Il a refusé des subventions fédérales parce que, c'est un gars c'est un gars de liberté puis d'autonomie. Puis c'est vraiment un poète. C'est un être magnifique. Puis il donnait cette conférence-là. Puis on pense que, je me comparais. Je pense que je vivais à l'époque, quand j'avais au début de la vingtaine, je pensais que les gens qui avaient 20 ans ou les jeunes étaient automatiquement plus flyés que les gens plus vieux, puis qu'en vieillissant, on devenait pas flyés, puis qu'en vieillissant, on était moins libre, puis tout ça. Alors que je réalise que c'est le contraire, dans mes vies à moi. Puis lui, il m'a convaincu de ça. Il me disait, écoute, j'ai 60 ans, j'ai 60 pièces dans les poches, puis j'ai jamais manqué de rien. Puis je l'ai recroisé après, puis il est toujours en train de faire des projets grandioses, des projets qui valent des milliers de dollars. Il brasse des affaires, il arrête pas. C'est un être magnifique, mais il m'a donné le coup de pied dans le cul, l'exemple. Ça prend des exemples. Puis, il y en a plein. Ça nous prend ça, des exemples. Tu sais, tu dis, tu peux bien croire en toi, mais ça prend quelqu'un qui t'aide à dire, ça se peut, tu t'en vas pas dans. J'avais la chienne que ça marche pas. Moi, c'est ça. Je devais avoir la chienne, ça marche pas, puis je me suis donné le droit que ça marche pas. J'aurais pu me tromper, là. Mais au moins, j'ai dit, OK, j'ai essayé. C'est pour ça que j'ai fait du rap, tu sais. J'ai fait du rap, j'ai fait un album de rap à un moment donné avec des chums. Mais j'ai dit, écoute, on était des chums. C'était super bon? Non. Mais j'ai repensé à ça dernièrement. J'ai dit, voyons, je l'ai fait. J'ai fait ça, moi, avec des chums. Je suis allé au bout de l'idée. Je pourrais pas dire, oh, j'aurais voulu faire ça. Non, je l'ai fait. C'est ça qui est capoté. Je l'ai fait. T'apprends dans ces affaires-là. Puis c'est merveilleux. Ça m'appartient un peu. Fait qu'on avance, puis ça devient un métier de toute façon. Ça devient pas un métier d'un jour. Non, je deviens humoriste, je monte mon premier show. C'est ça. Mais je pense qu'un gars qui étudie en architecture ne devient pas architecte quand il sort. Tu deviens architecte quand tu prouves que tu es capable de dessiner des maisons. Donc, quand tu es humoriste, même si tu fais l'école de comédie, il faut que tu prouves que tu es capable de faire des shows puis d'animer des galas juste pour rire. Puis si tu veux faire un humoriste de scène, tu peux être un très bon humoriste radio, télé, peu importe. Mais la scène, ça s'apprend en le faisant. Denise Filiatro, elle a appris en faisant les cabarets avec Dominique Michel pendant des années. Tu sais, Yvon Deschamps, il a fait 10 ans de théâtre avant d'écrire son premier sketch. Tout le monde a appris. Moi, j'ai appris avec les Bizarroïdes en faisant des sketchs, en le montant nous autres mêmes. C'est ma mère qui nous faisait les costumes, puis on faisait nos décors nous-mêmes, on les montait nous-mêmes, on payait le technicien, l'imprimeur, les cartes d'affaires, mais on se payait pas pendant des années. Mais on apprenait notre métier. C'est un métier atypique. Il n'y a pas d'école précise pour l'apprendre. Mais au bout de la ligne, c'est très gratifiant. C'est le public qui décide si tu continues ou tu continues pas. C'est assez fabuleux. Mais quand il se lève, comme à soir, tu finis ton show, puis il y a du monde qui se lève à la fin de ma journée de travail, ça vaut la peine. Ça vaut tous ces sacrifices-là. Oui, parce qu'une journée, c'est pas juste le show non plus, c'est de le monter, puis ça doit être de l'énergie pareille. C'est juste faire un spectacle de même. Quand t'as fini, ça te prend une couple de minutes, il faut que tu t'assises. Ouais. Puis... un show de 2 heures, quand je faisais Ladies Night avec Marcel Leboeuf, Serge Postigo, tout ça, j'en ai fait 100, la première ride de Ladies Night. Puis c'était la première fois depuis les Bizarroïdes que je faisais un show avec plusieurs. Puis les Bizarroïdes, j'étais toujours sur scène, j'étais dans tous les numéros. Mais là, Ladies Night... Là, le plus drôle, ou... Non, mais on était tous dans tous les numéros quasiment. C'était tous des numéros à 3 ou à 4. Mais là, Ladies Night, j'avais 2 scènes, Je passais plus de temps à regarder les gars jouer de la coulisse que... Écoute, j'étais pas habitué à ça. Je me pognais le cul. Je m'ennuyais. Sur scène, j'avais du fun, mais il faut que je sois sur la scène. Il faut que je sois là, Puis... La journée est courte, quand t'as juste 2-3 répliques. Ouais, c'est ça, trouve le temps long, Mais en même temps, effectivement, faire un show, en revanche, de 2 heures tout seul, c'est beaucoup d'énergie, Puis c'est évident. Je me sens comme si j'avais joué au tennis avec, pendant 1 heure. 1 heure, là, c'est ça. C'est vraiment prenant. C'est une performance. Puis tu veux tout donner, T'as pas 2 chances, puis tu y vas. Puis c'est trippant. J'en doute pas pantoute. Puis
Entre tes deux shows, tu as eu un break quand même assez long, je pense un petit peu obligé en même temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Entre ta première série de spectacles puis ta deuxième série de spectacles. J'ai Tu as été fini. arrêté 3 ans à peu près entre Non, les non, deux? non, non, parce que j'ai fait mon show. J'ai fait mon show jusqu'en. J'ai sorti mon show en 99. J'ai arrêté de le jouer le premier en 2003. C'est que tu vois, je l'ai joué jusqu'il y a 2 ans. J'ai pas fait mes devoirs comme faut. Non, non, mais écoute, j'ai arrêté. C'est parce que ça a été une très longue tournée. J'ai fait CNM pendant TQS pendant 1 an, mais après ça, je faisais la tournée. C'est qu'après ça, ça a retardé. J'ai continué la tournée. Après ça, je l'ai joué en France au printemps. Le dernier show que j'ai fait, c'est pas le printemps passé, c'est l'autre printemps, je l'ai fait en France. Puis après ça, tout de suite, là, quand j'ai fini le show, là, j'ai pris l'été, j'ai trouvé l'idée de celui-là. Puis là, avec Courte Manche, on s'est assis, puis là, on a pensé le show. Puis pendant 6 mois, je faisais juste penser au show, mais lire. J'ai lu beaucoup pour celui-là. Tu sais, je disais, je veux parler des Indiens, je vais lire là-dessus. Je veux parler de ci, je vais lire là-dessus. C'est que je m'imbibais de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations pour savoir de quoi je parle sur certains sujets. Puis après ça, je l'ai écrit là, comme pendant 3 mois, là, super vite. As-tu été un people en France ou... Non, j'ai fait un festival en France. Puis c'était bien, c'était bien. Les gens, écoute, j'ai eu un standing ovation, ce qui est là-bas, super rare. Dans le festival, ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas vu ça. Ils étaient tous contents de me dire ça. Puis, est-ce que je rêve de ça? Je trouve ça intéressant d'aller dans un autre pays puis qu'ils trouvent les mêmes affaires que nous autres, les Québécois, on trouve drôle, que ça arrive aux mêmes endroits. Je trouve ça curieux. J'aimerais ça être capable de parler toutes les langues puis d'aller jouer dans tous les pays. Là. Ce serait vraiment fascinant de le faire en chinois, de faire Ronfontaine, que t'as Ronfontaine, puis les gens. Tu sais, ça serait fascinant de voir que l'être humain trouve un gag drôle partout dans le monde. Mais je peux pas le vérifier. Mais de toute façon, le monde, tu changes les époques, tu changes les pays, puis tout le monde est pas mal semblable en bout de ligne. Oui, c'est ça. Il y a des absurdités que tout le monde, je pense, va trouver drôle, tu sais. Puis c'est de trouver ça quand t'en trouves une. Mais juste de te faire de quoi, tu sais. Des fois, les gens ils me disent, à tel endroit, nous autres, on rétudie différemment qu'une autre région. Puis je trouve ça drôle parce que pourquoi les gens en Estrie riraient pas le même gag à la même place? Le gag, il est là pour être ri. C'est comme si le monde en Beauce, il riait au début. T'sais, ça se peut pas. Le monde rit aux mêmes places. C'est magnifique. Je veux pas même les rires de n'importe quelle langue, de toute façon, ça doit être pas mal semblable. Il y a beaucoup de sons ou quoi que ce soit qui sont pas les mêmes. On a des exemples en anglais, beaucoup. Mais le rire... oui, c'est la même forme. Puis j'ai expérimenté ça avec les Bizarroïdes parce qu'on a joué en Europe, on a joué en Allemagne. Puis en Allemagne, pour moi, c'est une autre planète. Les Allemands, ils ont une langue à fond. Ils ont l'impression qu'ils s'engueulent à toutes les fois qu'ils se parlent. Ils disent Puis je dis, juste du jambon, on donne pas de la merde. Quand on commandait au début, on dit, vont-tu rire à notre humour? On faisait juste des sketchs sans parole. Puis ils riaient aux mêmes places. C'est que ça m'a tout dédramatisé, cette histoire de différence là, culturelle. T'sais. On est spécifique, mais on a le goût d'avoir du fun dans la vie. T'sais. Puis vu que ton deuxième spectacle est un peu sur les choix, quel a été ton plus grand choix dans ta carrière ou dans ta vie? Moi, te laisser répondre toi-même. Ben, il y a un psychiatre qui dit que les plus grands choix que tu fais dans la vie, c'est le choix de ton métier et la personne avec qui tu vas passer ta vie. Ça, c'est 2 grands choix. Je suis d'accord avec lui, dans le sens que, à un moment donné, je me suis ramassé humoriste, puis c'était un peu ça le thème de mon premier show, c'est que je me suis devenu humoriste par défaut parce que je suis tellement poche dans d'autres métiers. Mais en même temps, je l'ai choisi. Dans ce cas-ci, à la trentaine, tu sais, quand tu as 20 ans, tu as du fun, puis tu te poses pas la question, tu sais. Mais à 30 ans, là, tu te dis, OK, je pourrais arrêter puis là faire un métier tu sais, tu peux arrêter puis choisir de faire d'autres choses. Là, j'ai comme choisi mon métier. J'ai dit, ah oui, là, j'assume. Là c'est vrai, c'est mon métier. Puis on va appeler ça un métier. Puis même si c'est pas sérieux, c'est être humoriste, puis c'est clown, mais c'est important dans la vie des gens. Les gens aiment ça. Tu sais, il y a une fille qui me disait dernièrement que elle dit, tu sais, elle a accompagné son mari qui a une longue maladie, un long cancer. Puis elle dit, moi, je me suis abonné à toutes les shows d'humour que j'ai pu voir, puis ça m'a fait un bien incroyable. J'étais là-dedans tout le temps, puis je pouvais me laisser aller. Écoute, elle a fait ma journée. Moi, je dis, tu sais, faut pas que j'oublie, il y a ça aussi dans la salle. Il n'y a pas juste du monde. Tu sais, il y a tout ça, là, tu sais. Donc, c'est pas un métier, c'est pas un métier où on n'est pas chirurgien, sauve pas des vies, mais on fait du bien aux gens. Donc, c'est pas un métier banal, ma blonde, mais arrêter de fumer
doit pas être loin dans ces choix-là. Écoute, ça fait partie des choix que j'ai faits que je suis fier. J'ai arrêté de fumer. Non, mais tu sais, c'est des choix de vie. C'est des choix de vie. C'est que, non, c'est ça. Puis je pense qu'il faut que tu choisisses. Un autre choix important dans ma vie, c'est de choisir d'être heureux. Je pense que tu choisis aussi d'être heureux à un moment donné, tu sais. On pense tous que la vie va nous amener ça, mais on pense tous que être heureux va arriver. Moi, en tout cas, je le pensais avant. Si je fais ça, puis là, on va se faire ça, puis après ça, on va faire ça, puis là, on va arriver là. Puis là, on va pouvoir se permettre d'être heureux. Mon Dieu. C'est ça. Non, être heureux toujours là dans le processus. Tu sais, le raccourci, le chemin le plus long, le plus court où tu vas aller, c'est celui que tu as du fun. Parce que tu as du fun. Là, j'ai du fun. J'ai eu du fun à l'écrire, le show. J'ai eu du fun à le bisouner au début, à le mettre en morceaux, à le répéter. J'ai eu du fun Puis là, j'ai eu du fun à le promener. Fait que j'ai du fun. J'ai pas du fun à la fin, là, au Gala des Oliviers. Là. Si je gagne, là, je vais avoir du fun. Non, faut être du fun, toi, là. Puis Témiscamingue, à part les petits arbres, y a-tu d'autres choses qui t'ont marqué un petit peu? C'est pas la dernière fois que je suis venu. Là, il y a eu un feu de forêt. J'avais une image bizarre de la forêt. Mais ceci dit, non, à toutes les fois que je viens, c'est l'hiver. Donc, la beauté des lacs, ça, là, j'arrêtais à Ville-Marie. Le point de vue était magnifique, mais le lac est gelé. Tu sais. Donc, à toutes les fois que je viens, tu sais, j'ai fait 2 fois le tour de l'Abitibi, mais gelé en février. Peux-tu te dire que je commence à avoir l'âge de. Tu sais, il y a d'autres saisons. Hein? C'est beau l'été. Puis juste pour informer, c'est parce qu'à la radio, il a parlé quand il s'en venait au Témiscamingue qu'il y avait des petits arbres, juste pour le mentionner. Ouais, j'ai mélangé la forêt de Témiscamingue avec la forêt de Havre-Saint-Pierre, qui est un petit peu en zone pré-boréale. On est dans la toundra, là, carrément. Donc, ça se pouvait pas, ça. J'avais l'impression, je me suis au lieu de descendre du sud, j'ai pensé que j'allais dans le nord. J'ai dû penser que Témiscamingue était super loin, alors que c'est proche, tu sais. C'est à peu près la même hauteur que Québec, en plus, donc... C'est ça, c'est une végétation qu'on connaît. Puis là, donc, tu fais de la radio, tu as fait de la télévision un peu aussi, avec un gars et une fille, bien sûr, qui est arrivé... Qui est arrivé... Ben, c'est arrivé, mais c'était pas un hasard, parce que quand il a commencé un gars et une fille, quand il faisait besoin d'amour, tu sais, il y avait... Parce que t'étais pas là au début. Non, en tant que... Non, parce que je pouvais pas, j'étais en tournée, je faisais mon premier show, tout ça. Mais quand Guilla faisait besoin d'amour, il m'avait demandé d'être collaborateur besoin d'amour, puis j'avais pas beaucoup de temps, mais j'avais écrit des affaires qui s'appelaient Les Colocs. C'était 2 colocs. Puis c'était tourné dans une caméra qui bouge pas, puis on faisait 2 colocs, Guy faisant... Je faisais un fatigant, comme mon personnage dans Un gars et une fille, puis lui, il faisait... Et ça ressemblait exactement au format d'un gars et une fille. Mais en même temps, Guy faisait ça avec Sylvie. Il tournait des petites capsules avec Sylvie. Puis quand on tournait ensemble, les colocs, que ça s'appelait, il me disait, il regardait ça, il regardait la caméra, je le voyais, j'ai vu la naissance d'un gars et une fille. Il regardait, puis il me regardait. Puis là, je le vois qu'il travaillait, il dit, ça pourrait faire une émission, ça. Ça pourrait faire une demi-heure. Puis là, moi, honnêtement, de douter. Moi, j'étais là, bon, ouais, c'est drôle 2 minutes, là, on fait des petites affaires. Non, il dit, non, une demi-heure, ça. Puis il y a eu l'intuition, l'année d'après, un gars et une fille partent, ça. Moi, je ne pouvais pas participer, mais plus tard, on s'est rappelé ça, puis il a dit, ben pourquoi pas, ça qu'il a fait une émission flashback. Et là, on a compris que, dans le fond, dans l'histoire d'un gars et une fille, Guy, avant de rencontrer celui, quand il l'a rencontré, il vivait en appartement avec moi. Puis là, on a tourné une émission spéciale où j'avais des cheveux, on était 2 colocs, on vivait ensemble, ça n'avait aucun bon sens. Puis c'est vraiment un tournage que j'ai adoré faire. Là. Les 3 dernières années d'un gars et une fille, là, j'ai vraiment eu du fun. Fait que tu fais partie de la naissance. C'est vraiment pas un hasard. Tu fais partie, dans quelque sorte, de la naissance d'un gars et une fille. Je suis comme le personnage de Anakin Skywalker, tu sais, quand... 3 ans plus tard que la série a commencé, on revient dans le passé et là, on découvre que j'étais là au début, tu sais. Mais c'est comme Star Wars, c'est un peu tourné à l'envers, c'est un gars et une fille. Peu de gens ont remarqué, là, mais c'est la même séquence que Star Wars. Puis tu nous réserves quoi pour l'avenir, maintenant? Écoute, je ne sais même pas ce que je me réserve moi-même. Je suis en train de faire ce show-là, j'ai beaucoup de plaisir, je fais la radio, j'ai du fun. C'est qu'évidemment, j'ai envie de... J'ai peut-être une idée pour le prochain show, puis... on est rendu là. On va le découdre, ou on va... On va le penser, mais il faut finir celle-là avant. Je suis pas capable d'écrire pendant que je suis en train de faire un show.
Celui-là, il est trop présent dans ma tête. On va attendre on va faire ce qui est, on va vivre la vie de ce show-là, puis on verra pour le prochain. Mais c'est sûr que la scène, on va faire un autre show. Ben, merci beaucoup, Martin. Merci à toi. Merci de m'avoir rencontré. Merci d'avoir fait le choix. Bravo le grand. Bravo le grand. Salut tout le monde, c'était Mathieu Mercure avec Martin Petit.